Donc aujourd'hui, on s'intéresse à la digitalisation des smart buildings. Alors c'est quelque chose qui peut paraître un peu étrange. Un smart building n'est pas digital. On verra que historiquement, la définition qui est donnée d'un smart building, c'est pas du tout celle d'un bâtiment digital. Et justement, c'est pour aborder ce terme-là et la différence entre le smart building historique et puis le bâtiment digital tel qu'on l'entend aujourd'hui qu'on a programmé ce webinaire aujourd'hui. Alors, je vais organiser ce webinaire de la manière suivante. D'abord, je vais faire comme d'habitude une rapide présentation de Spinalcom, de nos métiers, de ce qu'on fait. Ensuite, je vais aborder concrètement cette question sur le smart building n'est pas digital. Est-ce qu'un smart building et un digital building c'est la même chose? Et vous verrez qu'il y a une distinction entre les deux. Ensuite, on va aborder comment digitaliser. Qu'est-ce que ça veut dire que digitaliser un bâtiment? Et on verra que digitaliser, c'est pas juste un état de fait. C'est un processus de digitalisation, c'est une méthode, une méthodologie qui se met en œuvre pour arriver progressivement à digitaliser et faire en sorte qu'à la fin, on arrive vraiment à respecter les engagements qu'on avait pris en termes de digitalisation. Parce que digitaliser est un processus, on rentrera ensuite dans le détail de comment mettre en œuvre ce processus. Donc d'abord, quelques mots sur Spinalcom. Chez Spinalcom, ce qu'on fait principalement, c'est ce qu'on appelle le Building Operating System et du jumeau numérique. Donc c'est globalement essayer de digitaliser un bâtiment et de mettre en place ce qu'on appelle la fondation digitale du bâtiment, qui va permettre demain de transformer un bâtiment en une vraie plateforme de service. Et donc ça, c'est le cœur de métier de Spinalcom, c'est éditeur de logiciels de cette plateforme de Building Operating System qui gère un jumeau numérique du bâtiment et qui a le même objectif qu'un Windows dans votre PC ou qu'un iOS sur votre smartphone, c'est-à-dire transformer votre bâtiment en une plateforme digitale. Et la deuxième chose qu'on fait au-dessus, c'est-à-dire qu'on fait un OS, c'est bien, mais faire un OS Windows, personne ne l'utilise directement. Vous, quand vous utilisez votre ordinateur, vous utilisez Word, Excel, Skype, enfin une application qui fonctionne au-dessus de Windows. Et donc l'OS n'a de valeur que pour les applications qui fonctionnent au-dessus, et ensuite les applications offrent une vraie valeur aux utilisateurs. Et donc nous, ce qu'on fait chez Spinalcom, c'est qu'on développe aussi des applications qui fonctionnent au-dessus de cet OS, et les applications qu'on développe sont des applications dites de BIM d'exploitation, donc ce sont des applications qui utilisent la maquette BIM pour fournir des nouveaux services ou pour enrichir les services existants, donc pour la supervision, pour la gestion des espace, pour la gestion de la gestion patrimoniale. Maintenant que je vous ai présenté Spinalcom et nos activités, je vais vous parler de Smart Building et du thème qui vous attire aujourd'hui, à savoir le Smart Building, la distinction entre un Smart Building et un bâtiment digital. Donc le Smart Building n'est pas digital. On s'est rendu compte de ça progressivement, c'est-à-dire que depuis 5 ans, on parle de Smart Building. La thématique du Smart Building existe justement depuis plus longtemps, mais on va dire que quand on est arrivé dans ce monde-là, dans ce monde du bâtiment, on est arrivé avec une idée du smart building, quand on vient plutôt du monde digital, qui était la même que celle du smartphone. Or, il y a déjà une définition historique du smart building dans le monde du bâtiment qui malheureusement n'est pas associée réellement à ce qu'on entend par un smartphone. Et donc là, ici, j'ai essayé de vous mettre un petit peu les différentes définitions du smart building au cours du temps. Historiquement, un smart building, c'était plutôt associé à la capacité à installer dans le bâtiment des systèmes de gestion technique de bâtiment. Entre guillemets, un smart building était plutôt associé à un bâtiment automatisé. Parce qu'on mettait en place des systèmes automatisés dans le bâtiment, alors on était smart. Et souvent, on qualifiait son smart building, ce qui nous permet de dire ce bâtiment est smart, c'était le nombre de capteurs, le nombre d'objets connectés, le nombre d'actionneurs qu'on mettait à l'intérieur du bâtiment. Et donc, un bâtiment intelligent était associé au nombre de capteurs qu'on mettait dans le bâtiment. Donc, globalement, plus vous mettez de capteurs, plus on est intelligent. Alors, ça, c'est une partie de la vérité. Mais par contre, la définition a bougé au cours du temps. Pourquoi? Parce que de plus en plus, la définition du smart building a évolué vers une définition actuelle qui est plutôt un bâtiment digital ou un bâtiment smart, c'est un bâtiment qui est capable de fournir des services, et un grand nombre de services. Et donc là, ça fait changer un petit peu la définition du smart building, puisqu'au lieu de se concentrer sur équiper au maximum le bâtiment de capteurs, en mettre toujours plus, quitte à mettre 2 fois ou 3 fois des capteurs de température dans chaque salle, parce que j'ai un système qui utilise un capteur mais qui n'est pas compatible avec l'autre système. On observe le bâtiment plutôt côté service à l'occupant, service à la personne, service aux différentes parties prenantes. Et donc là, l'objectif, c'est qu'un bâtiment fournisse de plus en plus de services. Il y a des services qui ont besoin de capteurs et d'autres qui n'ont pas besoin de capteurs, typiquement. Donc on sent bien que cette nouvelle définition n'est pas complètement liée à l'ajout de capteurs. Bien sûr, plus on a de capteurs, plus on est capable de sentir, plus on peut devenir intelligent. Mais c'est pas parce qu'on a des capteurs qu'on est intelligent. Si on a des capteurs mais qu'on n'est pas capable de traiter la donnée, de comprendre la donnée, d'en extraire du sens pour fournir un service, alors on ne répond pas
à la définition actuelle du bâtiment intelligent. Et donc, si on regarde un petit peu les systèmes de GTB, les systèmes de GTB mettent en place des tonnes de capteurs qui servent historiquement à un seul service, la supervision technique. Donc, 1000 capteurs, un service. Ça, c'est pas un bâtiment intelligent. Si j'arrivais à faire 1000 services avec un seul capteur, je serais potentiellement plus intelligent suivant la deuxième définition. Et donc là, on voit bien qu'on a une évolution du bâtiment. Et là, c'est plus la définition du bâtiment digital. Un bâtiment digital, c'est un bâtiment qui est capable d'offrir des services digitaux. Et puis, il y a même l'évolution, on va dire, future du système intelligent. Je vous ai mis Turing entre parenthèses. En gros, c'est le test de Turing. En gros, la définition d'un système intelligent, c'est vous dire, en gros, un système où un ordinateur est intelligent, quand si je lui pose une question et qu'il me répond, je ne suis pas capable de distinguer la réponse dans sa réponse si c'est un humain ou si c'est un ordinateur qui me répond. Et là, on pourrait complètement arriver vers cette dernière définition qui est globalement un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment auquel on peut poser des questions sur son état, et il est capable de nous répondre avec une réponse cohérente. Et donc là, c'est vraiment l'étape finale à laquelle on souhaite arriver, qui est que globalement, quelle que soit la question qu'on pose au bâtiment sur son état, son fonctionnement, son usage, etc., il puisse nous donner une réponse qui soit intelligible et compréhensible. Et donc là, on arrive sur des thématiques qui sont celles de l'API du bâtiment, celles de en gros, l'ensemble du chatbot du bâtiment, parler au bâtiment, en fait. Mais on comprend bien qu'en plus, c'est une définition qui est assez intéressante parce que on peut pas répondre si on n'a pas l'ensemble des données et si on n'est pas capable d'extraire du sens de ces données. Et finalement, dans cette dernière définition, ça veut dire que pour avoir les données, il faut avoir des objets connectés qui récupèrent les données. Et pour extraire du sens et fournir une réponse, il faut être capable de comprendre ces données, de les croiser, d'en extraire du sens pour fournir une réponse cohérente. Autrement dit, cette dernière définition, la première définition historique, celle du smart building qui est plutôt associée à je mets en place un système GTB, elle était vraiment centrée sur les équipements que je place, les capteurs, les actionneurs, les équipements que je mets. La deuxième, elle est centrée sur les services. La troisième, elle est vraiment centrée sur l'intelligence, sur la capacité à répondre à n'importe quelle question, donc à fournir n'importe quel service. L'objectif de mettre un OS dans le bâtiment, c'est non seulement de répondre à la deuxième définition, la définition actuelle, être capable de fournir des tonnes de services, mais d'être capable d'évoluer vers la définition, entre guillemets, ultime du bâtiment intelligent. Et donc, c'est là-dessus, c'est ces sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. Et donc, quand on dit, le smart building est-il digital? Concrètement, aujourd'hui, la définition du smart building, c'est encore un petit peu la définition historique. Concrètement, ça ne correspond pas à la définition d'un bâtiment digital. Et donc là, on change complètement de paradigme aujourd'hui. Et on vous dit, maintenant, un bâtiment digital, c'est un bâtiment qui offre des tonnes de services. Donc c'est un bâtiment qui est capable de gérer les données qui viennent des capteurs, qui est capable de les structurer, de les comprendre, de les coupler avec des données qui ne viennent pas de capteurs, la maquette BIM, la documentation, les systèmes de tickets, les systèmes de réservation, d'extraire du sens de ces données et d'offrir une API, d'offrir un moyen de développer facilement des applications digitales là-dessus. Et donc ce qu'on fait chez Spinalcom, c'est évidemment de répondre au moins à cette deuxième définition, à cette nouvelle définition, sur la définition du bâtiment digital. Comment ça se traduit, ça, d'un point de vue visuel, si vous préférez? On arrive un peu dans un schéma qu'on avait déjà présenté, mais qu'on peut retravailler sur, historiquement, un bâtiment, c'est un bâtiment qui offrait des services. Après tout, la supervision technique est un service. La GMAO et la gestion de la maintenance est un service, la réservation de salle de réunion est un service. Mais pour chacun de ces services, il fallait potentiellement déployer un stack complet, donc un vertical complet. Je mettais pour la GTB des capteurs particuliers, un réseau particulier, une description du bâtiment particulière, et donc j'arrivais enfin à fournir un service. L'évolution qui est en train de se passer grâce à la SBA, notamment avec le R2S, c'est de se dire, mais pourquoi je suis obligé de mettre un réseau particulier? Est-ce que tout le monde ne pourrait pas d'être connecté simplement à un réseau IP, c'est-à-dire un réseau standard, unique sur le bâtiment. Et puis, j'ouvre des API, donc je suis capable d'écrire comment je vais parler sur ce réseau. Donc ça, c'est déjà une étape très intéressante parce qu'au moins, on est capable de mutualiser une couche de communication. Il n'empêche que développer un service, c'est quand même complexe là-dessus parce qu'il faut toujours décrire le bâtiment. C'est pas parce que je sais me connecter à un capteur, à un actionneur ou à un équipement du bâtiment que je sais décrire le bâtiment correctement et que je peux fournir le service. Donc pour fournir un service, il faut toujours avoir une description du bâtiment, étage, local, zone, puis ensuite me connecter à un capteur potentiellement pour savoir quel est l'état de la pièce, pour pouvoir ensuite dire elle est disponible ou elle n'est pas disponible. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller vraiment vers l'étape finale dans laquelle on a non seulement mutualisé la manière dont on allait communiquer sur le réseau, mais on a aussi mutualisé ce qu'on appelle des référentiels de description du bâtiment. Et donc on a une description, un bâtiment qui est décrit, et on a complètement découplé la partie équipement, donc je suis capable de poser un nouvel équipement, de la partie logique, de la partie applicative, dans laquelle je suis capable de développer une nouvelle application.
Autrement dit, vous avez des tonnes d'équipements, quelle que soit l'application qui est ici, elle peut utiliser l'équipement et utiliser et comprendre la description du bâtiment. Et développer une application, ça revient qu'à développer l'application spécifique et on n'a plus besoin de développer le réseau qui va avec et la description du bâtiment qui va avec. Tout ça, c'est déjà fourni par le bâtiment. Donc le bâtiment est plus intelligent. Alors, une fois qu'on a défini ce que c'était qu'un bâtiment digital, c'est-à-dire un bâtiment qui finalement peut évoluer d'un point de vue digital sans qu'on le fasse évoluer d'un point de vue physique. Donc c'est un bâtiment qui a une espèce d'infrastructure digitale de bâtiment qui est composée de son réseau et de certaines données qui sont communes à tout le monde, ce qu'on appelle ce référentiel de description du bâtiment, par exemple. Ben là, on sent bien qu'on est capable de faire évoluer le bâtiment d'un point de vue logique, donc lui rajouter une application, sans avoir besoin de rajouter un capteur. Si le capteur de température est déjà là et que j'ai 5 applications qui veulent l'utiliser, il est ouvert, il est déjà là et je sais comment y accéder parce que j'ai une bonne description du bâtiment. Donc maintenant qu'on a exprimé ce que c'était qu'un bâtiment digital, et je vous ai donné un petit schéma, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est expliquer ce que ça veut dire maintenant digitaliser et comment on peut faire pour digitaliser. Et donc là, on a essayé de résumer un petit peu ce que ça voulait dire digitaliser, parce que finalement, on se rend compte que c'est pas forcément, enfin digitaliser, ça veut tout et rien dire, et c'est pas forcément quelque chose qui est bien compris. C'est assez normal, je veux dire, c'est compris par des gens qui baignent dans l'IT depuis 10, 15, 20 ans. C'est pas forcément compris par des gens dont le métier c'est de faire du bâtiment et qui n'avaient pas forcément cette habitude et qui n'ont pas forcément le jargon non plus. Dans l'IT, on a un jargon particulier, on parle d'API, d'API management, d'API gateway, de data management, etc. Dans le bâtiment, on va vous parler de GTB, de GTC, de GMAO, etc. Je pense que les gens de l'IT ont du mal à comprendre le jargon du bâtiment. Les gens du bâtiment ont du mal à comprendre le jargon de l'IT. Et même ce processus de digitalisation, finalement, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut revenir parce que digitaliser, ça veut pas simplement dire je digitalise, j'ai réussi mon coup. C'est pas parce que j'achète une application mobile pour les occupants que j'ai digitalisé mon bâtiment. C'est pas parce que j'achète un système de GMAO que j'ai digitalisé mon bâtiment. Non, la digitalisation, c'est un processus. C'est une méthode, un process qui passe par plusieurs étapes et qu'on est capable de qualifier. Donc c'est un process de digitalisation et pas simplement un état. Et donc rentrer dans un processus de digitalisation du bâtiment, c'est rentrer dans une démarche finalement d'assez long terme qui va nous permettre de comprendre pourquoi on a besoin, qu'est-ce qu'on doit faire progressivement pour arriver finalement à avoir décrit complètement le bâtiment. Et donc cette pyramide là, de la forme c'est une genre de pyramide de Maslow sur la digitalisation. On a essayé d'exprimer par cette pyramide quelles sont les étapes à franchir pour vraiment arriver à une vraie digitalisation de son patrimoine. Et en fait, vous verrez que cet état, il commence par une première chose. Si je veux digitaliser, la première chose que je dois savoir faire, c'est décrire, connaître, savoir, entre guillemets, décrire mon patrimoine. La première chose que je dois faire si je dois digitaliser un bâtiment, c'est décrire, d'un point de vue digital, ce bâtiment. Là, on voit qu'il y a une chose qui est très intéressante, c'est que le BIM, quand on fait du smart building, alors que le smart building c'était de la GTB hier, aujourd'hui on voit bien qu'il y a le BIM qui arrive et qui perturbe tout ça. On sent bien que le BIM, c'est quelque chose qui a une importance capitale dans la digitalisation du bâtiment, mais qui n'est pas tout à fait associé à la GTB, qui était le seul outil, entre guillemets, smart d'hier sur le bâtiment. Et finalement, si on regarde cette pyramide, le BIM, ça correspond à la couche basse. À la couche, je suis capable de décrire, de connaître mon bâtiment. Et donc, j'ai enfin un outil qui me permet d'avoir une base de données exceptionnelle de description du bâtiment. La deuxième couche, c'est accéder, partager, voir. Le BIM, c'est bien, mais si je peux en plus partager toute la connaissance, être capable non pas d'avoir un fichier BIM que je transmets, d'avoir une base de données qui reprend toute la maquette, et d'être capable de partager les données, et que chacun me demande quelque chose sur mon bâtiment, par exemple. Demain, j'aimerais bien savoir, en une demande auprès du bâtiment, combien il y a d'étages, combien il y a de pièces, quel est le nombre de salles de réunion. Et typiquement, aujourd'hui, pour le faire, je suis obligé de vous donner une maquette BIM, vous devrez ouvrir un viewer et puis le comprendre vous-même. Demain, quand on a mis en place une maquette BIM non plus dans un fichier mais dans une base de données, qu'on est capable de le partager via des API, on va avoir un système de requête qui me dit combien j'ai d'étages, ça répond à la question combien j'ai d'étages. Combien j'ai de pièces, ça me répond à la question combien j'ai de pièces. Combien j'ai de salles de réunion, ça me répond à la question combien j'ai de salles de réunion. Entre guillemets, décrire c'est bien, mais partager la description, c'est beaucoup mieux et c'est vraiment la deuxième étape. Quand on parle de partager, tout de suite, on va réfléchir à API, à réseau, à comment je fais en sorte de communiquer, sur quel réseau je communique, et donc API ouverte et documentée sur un réseau IP, typiquement, ça fait partie de cette couche de partage. C'est un SOP, ça fait partie du SOP. Je décris, je partage. Ensuite, une fois que j'ai partagé, je suis capable d'interagir. Maintenant, je suis capable de demander, décris-moi le bâtiment étage local, potentiellement, je suis capable de dire, sur ce local, j'ai un ticket. Là, je commence à agir, à interagir. Puisque je connais le bâtiment, qu'on m'a partagé sa description et qu'on a mis en place un système de partage, là, je peux moi envoyer des informations en retour, et donc par exemple des tickets, réserver un espace,
envoyer une consigne. Et puis à partir du moment où je suis capable d'avoir automatiquement une information et de pouvoir interagir automatiquement, je peux commencer à connecter, à automatiser. Alors connecter, on l'a déjà fait, mais à vraiment automatiser, c'est-à-dire à faire des cycles d'action où je demande, j'envoie une consigne, je demande, j'envoie une consigne, et je le fais, alors de manière pas forcément très intelligente au début, et puis ensuite je peux évoluer vers la 5e étape qui est, maintenant que je sais décrire, j'ai une connaissance de mon patrimoine, que je sais communiquer avec mon patrimoine, que je sais agir et que je sais automatiser une action, peut-être que je peux devenir beaucoup plus intelligent et donc commencer à connecter des systèmes de machine learning qui vont utiliser toutes les données de connaissance du patrimoine pour pouvoir prendre des décisions et agir de manière très intelligente. Et donc là, si on arrive à cette 5e étape, on est au bout de l'étape de digitalisation, c'est-à-dire qu'on arrive à un système qui est vraiment intelligent. Alors comment ça se traduit sur le bâtiment et qu'est-ce que ça a comme impact vis-à-vis de ce qui se faisait historiquement sur le bâtiment? Si je reprends le schéma que je vous ai présenté avant, pour globalement, quand on entrait dans un processus d'automatisation du bâtiment, en gros, on disait qu'un bâtiment était plus intelligent parce que je rajoutais des systèmes. Autrement dit, j'avais un système avec plein de capteurs, un réseau, une description et une application. J'avais un bâtiment qui était peu smart, et puis ensuite, on a commencé à dire, je rajoute 3 à 4 systèmes, un grand nombre de capteurs, et là, je suis de plus en plus smart. C'est bien, mais c'est-à-dire que arriver à chaque système est compliqué à mettre, et vous voyez que chaque système utilise sa propre description, son propre réseau, ses propres capteurs. Autrement dit, j'ai pas d'abord commencé par décrire le bâtiment est connecté, j'essaie de tout faire d'un coup sur un silo applicatif. Finalement, on se rend compte que la démarche dans laquelle on va rentrer pour construire un bâtiment digital, elle est différente de celle qu'on avait hier. Hier, j'installais la GTB, ensuite j'installais le système de sécurité incendie, ensuite j'installais la GMAO, ensuite j'installais le système de réservation de salle de réunion, les uns à côté des autres. Aujourd'hui, pour digitaliser le bâtiment, on change aussi d'organisation. Et l'organisation qu'on met en place, c'est une organisation dans laquelle d'abord, on met en place le socle de la pyramide. Je décris mon bâtiment avec un jumeau numérique, donc j'utilise la maquette BIM pour décrire mon bâtiment. Et ensuite, je mets en place toute cette description du bâtiment sur une infrastructure qui me permet de partager cette description du bâtiment. Donc d'abord, je mets le socle digital, à savoir la couche de communication et la couche de description. Et ensuite, autour de ça, je vais commencer à venir connecter des objets connectés et des applications. D'accord? Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que ça me rend complètement... Je commence par le milieu, finalement. Je commence pas soit par un silo, soit par le bas. Je commence par décrire mon bâtiment et faire en sorte qu'il communique. Puis ensuite, je commence à interagir soit par des applications, soit en rajoutant des capteurs, des actionneurs. Et donc ça, ce qui est très intéressant avec ça, c'est que j'ai complètement découplé la partie haute, les applications, la logique, de la partie basse, les capteurs, les actionneurs, les équipements que je mets dans le bâtiment. Et ça veut dire que j'ai d'abord commencé par décrire digitalement mon bâtiment pour ensuite lui rajouter des fonctions. Et alors ça, c'est tout à fait en phase d'ailleurs avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, la première base de données qui arrivait sur un bâtiment, c'était la GTB, sur les bâtiments qui avaient une GTB. Donc je prends un gros bâtiment, je construis mon bâtiment, puis à un moment, je commence à installer des équipements connectés, et là, je construis une première base de données où je décris mon bâtiment. Ça veut aussi dire que, typiquement, des bâtiments qui n'avaient pas de GTB n'étaient pas considérés comme pouvant être intelligents ou étant intelligents. Avec cette démarche-là, on renverse complètement la donne. La première étape, c'est d'abord de décrire le bâtiment. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. La maquette BIM arrive longtemps avant la GTB. Donc là, on commence à décrire le bâtiment, on commence à poser les bases et les principes de l'infrastructure de communication du bâtiment, c'est-à-dire un réseau IP unifié du bâtiment qui communique. Et sur ce réseau, je mets potentiellement la description du bâtiment. Et ensuite seulement, je commence à connecter mes équipements et mes applications. Donc, de ce point de vue-là, ça veut dire que, d'une part, un bâtiment, même un bâtiment qui n'a pas de GTB, qui n'a pas de capteur et d'actionneur, peut être intelligent, peut avoir des fonctions, peut fournir des services. Il y a des tonnes de services qui ne nécessitent pas de poser des capteurs ou de l'IoT dans le bâtiment, déclarer un ticket de maintenance, réserver une salle, je peux le faire tout à fait sans capteur, facturer des espaces, je peux le faire sans capteur actionneur, et pourtant, c'est des services qui peuvent être considérés comme faisant partie du service du bâtiment intelligent. Et donc, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que ce qui est le socle du bâtiment digital, du bâtiment intelligent, c'est pas les capteurs qu'on met dedans, c'est la fondation de l'infrastructure digitale du bâtiment, son système nerveux, si vous préférez, avec son réseau et sa description partagée par tout le monde, son réseau et son référentiel partagé par tout le monde. Et ensuite, je peux très facilement venir rajouter des services. Certains auront besoin de capteurs, on pourra les rajouter, certains n'en auront pas besoin, on peut les rajouter aussi, et donc tous les bâtiments ainsi peuvent devenir intelligents. Donc je vais essayer de vous décrire ça maintenant, l'étape, les nouvelles étapes qui visent finalement à progressivement construire son bâtiment digital avec cette vision-là. Où la première chose, c'est pas d'installer des équipements et de l'IoT pour le rendre intelligent. La première chose, c'est de décrire d'un point de vue digital le bâtiment. Donc si on regarde ces étapes, je reprends les étages de ma pyramide et on va essayer de voir à quoi ça correspond. La première chose, c'est décrire, connaître. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on commence à décrire le bâtiment, on crée la base de données du bâtiment,
Donc cette maquette BIM, alors là elle est un petit peu cachée, et puis au-dessus de la maquette BIM, on crée toutes les nomenclatures, toute la documentation, etc. Donc en gros, on pose le socle de description du bâtiment. La deuxième étape, c'est de partager. Donc sur cette deuxième étape, j'ai mon bâtiment. Ce que je fais, c'est que je partage, donc je mets en place mon réseau IP et je mets en place sur un serveur cette description, cette base de données de description pour faire en sorte que tous les acteurs qui vont être intéressés à déployer des systèmes ou à connaître le bâtiment puissent avoir accès à sa description. Typiquement, aujourd'hui, l'intégrateur GTB fait son boulot un peu dans son coin en repérant les équipements quand il installe, il les repère sur son plan et sur son logiciel. Demain, globalement, quand il installe, son équipement il sera installé aussi dans la maquette BIM et puis pourra communiquer directement avec, dans la maquette BIM qui sera devenu un jumeau numérique, donc sur une base de données, et cet équipement sera référencé dans le jumeau numérique, il pourra commencer à communiquer potentiellement avec ce jumeau numérique. Donc on a décrit le bâtiment, on a partagé cette description pour que tous les acteurs autour du bâtiment puissent utiliser cette description, voire l'enrichir, pour commencer à construire leur service sur le bâtiment. Troisième étape, j'interagis. Une fois que j'ai ma description, j'ai mon réseau, je vais pouvoir commencer à déclarer des choses sur le bâtiment. Par exemple, à dire j'annote une pièce. J'ai la description, je clique sur la pièce, je laisse une annotation, un ticket, une remarque, quelque chose. Je transfère un document. Donc là, je commence à interagir en disant sur cette pièce-là, je vais faire une modification, je la réserve. Vous voyez que réserver, annoter, envoyer un ticket, j'ai pas besoin d'IoT pour ça, j'ai pas besoin d'objets connectés pour ça. Et pourtant, c'est des actions d'interaction avec le bâtiment qui sont très importantes. Et j'ai pu construire ça sans avoir à aucun moment déployé aucun objet connecté. Après, comme autre interaction, si j'ai en plus déployé des objets, je vais pouvoir leur fournir des consignes. Donc en gros, j'agis non pas avec l'objet directement, j'agis sur la description du bâtiment, je prends la pièce, l'équipement, je dis à cet équipement, mets-toi 23 degrés. Et donc là, le système de description du bâtiment plus le réseau vont demander à l'équipement physique qui est en dessous d'agir. Mais vous interagissez pas directement avec l'équipement, vous interagissez avec la description du bâtiment digital, ce qu'on appelle aussi son jumeau numérique. Quatrième étape, maintenant je suis capable d'automatiser. J'ai une description qui est partagée, je peux communiquer cette description et communiquer toutes les données du bâtiment sur mon réseau, je commence à avoir des fonctions, des interactions, ce qu'on appelle des API, donc la capacité à interagir. Maintenant concrètement j'interagis, c'est-à-dire je déclare un ticket, ça c'est ce qu'on pouvait faire en troisième étape, déclarer un ticket, envoyer une consigne, maintenant je peux automatiser. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire de manière humaine, je peux mettre un automate qui va faire des actions simples, qui va essayer d'analyser une petite donnée de manière simple et d'agir donc avec des petits processus automatisés qui permettent d'interagir. Là, je suis déjà à un niveau qui est très intéressant. Et vous voyez que j'ai pas simplement agi sur un système, j'ai agi sur tout le bâtiment, sur sa description, sur son jumeau numérique. Et la cinquième étape, maintenant, c'est l'étape où j'ai vraiment de l'intelligence, c'est-à-dire je rajoute des modèles de comportement complexes, des KPI riches, de l'intelligence artificielle, etc., dans lequel maintenant mes interactions avec le bâtiment, ce sont plus simplement, j'ai accès à toute cette masse de données, de description, d'état, d'historique, et je peux commencer à la comprendre, à croiser ces données pour aller faire des choses beaucoup plus intelligentes. Alors, j'ai tenu à vous montrer finalement toute cette démarche parce que pour arriver là, pour faire ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle sur le bâtiment, si vous n'avez pas une bonne description, si vous ne connaissez pas votre bâtiment, vous pouvez pas faire des choses intelligentes sur le bâtiment. Si cette description n'est pas partagée, je peux pas faire des choses intelligentes sur le bâtiment. Si j'ai pas une description partagée avec laquelle je peux interagir, je peux essayer de le comprendre, mais je peux pas agir sur le bâtiment. Et si je ne suis pas capable d'agir automatiquement, c'est-à-dire d'avoir des process automatiques qui permettent d'interagir, je ne suis pas capable d'avoir un bâtiment réellement intelligent, c'est-à-dire un bâtiment qui est capable de réagir à quelque chose qui se passe sur son environnement. Tout seul, automatiquement, et avec une réaction qui est logique, qui est travaillée, qui est vraiment réfléchie. Et donc, tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais c'est pas simplement parce que vous mettez en place un algorithme intelligent que vous avez réussi à faire de l'intelligence artificielle, c'est pas simplement parce que vous utilisez une super librairie de machine learning que vous avez réussi à rendre votre bâtiment intelligent, c'est parce que vous avez suivi des étapes, toute une démarche de digitalisation qui fait que vous savez en plus fournir à cet algorithme intelligent l'ensemble des données de manière automatique et avec un niveau de qualité qui est suffisant pour que lui puisse prendre une bonne décision. Si j'ai un superbe algorithme et que je lui mets des mauvaises données, il va prendre une mauvaise décision. Et toute cette démarche de digitalisation, c'est comment je construis progressivement des données de qualité suffisantes, globales sur mon bâtiment, pour permettre à la fin la construction réelle de ce bâtiment intelligent. Ce que je voulais vous faire comprendre là, et c'est vraiment ça le thème, c'est la démarche de digitalisation. Digitaliser, c'est pas un état de fait, c'est pas j'achète un outil et donc je suis digital. C'est vraiment une démarche complète
qui vise à digitaliser toutes les étapes du cycle de vie du bâtiment, sa description, son partage, ses interactions, et d'automatiser tout ça pour ensuite le rendre intelligent. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que il faut prendre en compte ça assez rapidement dans un projet bâtiment pour faire en sorte qu'on arrive à passer toutes ces étapes et à fournir un bâtiment qui soit vraiment digital à la fin. Et donc, c'est la dernière étape de ce que je voulais vous proposer. Là, je vous ai dit, en gros, on a partagé ce que voulait dire digitaliser un bâtiment. Je vous ai montré un peu quelles étaient les étapes à suivre, cette pyramide, en fait, comment je construis progressivement ma pyramide digitale pour arriver au résultat attendu. Maintenant, quel est le process à mettre en œuvre, comment on organise les équipes pour faire en sorte que ça, ce soit réellement réalisé. Et finalement, c'est pas anodin parce que quand vous faites du BIM, par exemple, le BIM, ça veut en même temps dire Building Information Model, donc c'est le modèle de données descriptif du bâtiment. Le BIM, vous l'associez à des outils, à des logiciels, par exemple Revit, qui est l'outil qui vous permet de construire ce modèle de données. Mais le BIM, c'est aussi le Building Information Modeling, c'est-à-dire tout le process humain, qui est un process qualité, finalement, d'organisation humaine autour de la construction d'une maquette numérique de qualité. Et on comprend bien que suivre un process, c'est pas simplement mettre en œuvre un outil ou donner un modèle de données, c'est vraiment construire progressivement ce modèle de données avec les outils pour faire en sorte d'arriver à un résultat de qualité. Et tout ça, c'est un process à mettre en œuvre. Bien, finalement, construire un bâtiment digital et construire ce socle-là, ce boss et ce jumeau numérique du bâtiment, c'est en même temps choisir un modèle de données, un jumeau numérique, ça on pourra en parler, voilà. Choisir des outils, par exemple, un ensemble d'outils, donc l'ensemble des outils qui composent le système intelligent avec l'OS, le réseau IP unique du bâtiment, les capteurs et puis les applications qu'on va mettre dessus, voilà. Mais mettre en œuvre un processus humain qui va viser à construire progressivement ce système d'information. Et donc, la dernière partie, je voulais la cibler là-dessus, c'est quoi le processus qu'il faut mettre en œuvre d'un point de vue humain pour réussir à fournir un bâtiment digital à la fin. Donc tout ce processus digital. Et pour ça, je vais essayer de faire un petit exercice de comparaison de ce que c'était qu'un projet digital par rapport à un projet bâtiment. Quand on s'adresse à des gens à des personnes qui sont des experts et des professionnels du bâtiment, je pense qu'on a tous en tête globalement comment est organisé le projet de bâtiment que j'ai essayé de résumer sur ce petit schéma. Construire un bâtiment, c'est un process complexe qui vise à faire interagir un grand nombre de personnes et pour arriver à un résultat de qualité. Et donc tout ça, on a mis en place des processus dans lesquels on commence par des phases d'AMO, donc en gros j'ai une maîtrise d'ouvrage qui est un projet de construction de bâtiment, elle va se faire accompagner par un assistant à la maîtrise d'ouvrage dans les phases d'APS, APD, pour faire en sorte de spécifier son bâtiment. Puis une fois qu'on a spécifié le bâtiment, on rentre dans une deuxième phase, une phase de projet où là on s'attache à des personnes qui sont compétentes, un architecte, un bureau d'études et du BIM management. Donc en gros une maîtrise d'œuvre qui elle va progressivement construire un bâtiment ou imaginer le bâtiment de manière plus concrète qui répond aux spécifications qu'on a données. Et donc on sent bien que construire un beau bâtiment sans prendre d'architecte ou de bureau d'études, tout le monde se dit c'est bancal, ça marchera pas. Et puis ensuite, troisième étape, on rentre en phase exécution dans laquelle finalement la maîtrise d'œuvre, projet, donc architecte, bureau d'études, BIM manager deviennent souvent maîtrise d'œuvre d'exécution. Donc ils ont spécifié de manière vraiment très très détaillée leur bâtiment. Et donc le constructeur va venir construire le bâtiment. Il va falloir qu'on vérifie qu'il construise selon ce qui a été décrit, donc selon l'architecture qui a été fournie en amont. Soit l'architecture physique, soit l'architecture des systèmes d'information et des équipements techniques qui est souvent mise en œuvre par le bureau d'études. Donc on a, pendant la phase d'exécution, on a toujours la maîtrise d'ouvrage qui fait appel à sa maîtrise d'œuvre qui va contrôler la construction et la construction est réalisée par soit une entreprise générale, soit des entreprises séparées qui doivent non seulement construire la partie béton, mais aussi installer les équipements techniques actifs dans le bâtiment, donc avec tout ce câblage, ce réseau, etc. Alors ça, c'est pour un projet bâtiment. Maintenant, je vais vous montrer comment marche un projet IT, un projet digital complexe, c'est-à-dire mettre en œuvre, par exemple, un système d'information SAP au sein d'une entreprise. Et vous verrez que c'est assez équivalent. C'est-à-dire que quand on fait du digital, on met en œuvre un projet complexe de mise en place d'un système d'information. Et comme c'est un projet complexe qui demande des compétences diverses, je vais acheter des briques logicielles à différents éditeurs logiciels, je vais essayer de les intégrer, de les paramétrer, finalement, on est obligé de passer par une démarche de gestion de projet complexe dans lequel vous avez une maîtrise d'ouvrage, qui est souvent la DSI, qui fait appel à un AMO, un assistant de maîtrise d'ouvrage digital, qui va lui permettre de spécifier quel est le système d'information à mettre en œuvre et de faire certains choix. Et puis ensuite, il va se faire accompagner d'un architecte de système d'information. Souvent, il y a deux rôles. Il y a l'architecte du système d'information, comment tel module communique avec celui-ci, et puis il y a l'architecte de base de données. Dans le bâtiment, je l'appelle BIM Data Manager. C'est comment je structure la base de données et j'organise les données pour faire en sorte que
à la fin ce soit fonctionnel. Et donc ça, c'est les architectes de systèmes d'information. Et puis à la fin, il faut le mettre en œuvre. Donc ces architectes deviennent souvent maîtrises d'œuvre, IT, et encadrent le travail de ceux qui vont réaliser concrètement l'intégration du système d'information. Donc là, on n'a pas de constructeur, on n'a que des intégrateurs. Et on doit bien acheter du matériel, installer des réseaux potentiellement, et on va acheter des logiciels et faire en sorte que l'ensemble de ces logiciels communiquent ensemble, donc construire brique à brique notre système d'information. Ce qui est très intéressant là, c'est qu'il y a un parallèle complet entre la démarche de construction d'un projet digital et la démarche de construction d'un bâtiment. Et comme construire un bâtiment digital, c'est construire un bâtiment digital, c'est en même temps mettre en face des compétences de construction de bâtiments et des compétences de construction de systèmes d'information digital, eh bien finalement on voit que c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça parce que bien sûr il faut au sein des gens qui font plutôt du bâtiment, il faut essayer d'accueillir des nouvelles compétences qui sont les compétences digitales et essayer d'échanger avec eux. Et c'est peut-être là où on voit bien qu'il y a un jargon bleu, un jargon jaune et qu'il faut essayer de se comprendre. Mais par contre l'organisation des deux projets, le digital s'est complètement inspiré du bâtiment pour organiser ses projets. On parle de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage, d'AMO, d'architecte, d'intégrateur, et ils arrivent à peu près au même moment. Et donc, je voulais en arriver vraiment au fait que si vous voulez vraiment concrètement mettre en œuvre un projet de bâtiment digital, il va falloir organiser le projet bâtiment digital en couplant le projet bâtiment avec le projet digital, et bien sûr faire appel aux mêmes compétences, aux bonnes compétences au bon endroit. Et de la même manière que vous n'envisagez pas de construire un bâtiment sans faire appel à un architecte, dans le monde du digital, c'est inenvisageable de construire un système digital un peu complexe, le bâtiment digital en est un, sans faire appel à un architecte digital. Et pourtant, c'est ce qu'on peut voir parfois dans les bâtiments où on pense que parce que j'achète cette solution ou cette application mobile, ça y est, je suis digital. Non, en fait, vous n'avez pas mis en œuvre quelque chose de complet et au final, vous aurez quelque chose qui sera bancal, qui fonctionnera peut-être 1 an, 2 ans, et puis après, ça arrêtera de fonctionner parce que globalement, l'architecture digitale sera bancale. Et donc là-dessus, finalement, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment une correspondance complète entre les métiers, et que ce qu'on voit arriver d'ailleurs de plus en plus, c'est des points communs et c'est des liens entre certaines entreprises. Et j'essaie de les représenter ces liens par certaines briques où on voit que la maîtrise d'ouvrage du bâtiment digital, c'est un couplage entre la maîtrise d'ouvrage bâtiment et la maîtrise d'ouvrage digital, la DSI. Et on voit très clairement que les DSI ont de plus en plus de poids dans le choix de certains équipements actifs, certains équipements qui fournissent de la donnée au moment de la conception d'un projet de bâtiment. Ça, on le voit apparaître à peu près partout, et ça se comprend très très bien vis-à-vis de ce schéma-là. On voit que les AMO digitaux sont soit des gens qui viennent du bâtiment et qui essaient d'avoir des compétences digitales, soit des gens qui viennent du digital et qui commencent à comprendre le bâtiment, soit un lien entre les deux, et peut-être un couplage ou une association entre deux entreprises. Pareil pour les bureaux d'études et les maîtrises d'œuvre. Alors j'ai mis l'architecte IT au même niveau que le bureau d'études parce que c'est souvent le bureau d'études qui met en place qui design ou qui spécifie la GTB, on va dire. Voilà. Et donc, qui spécifie tous ces réseaux et ces équipements actifs dans le bâtiment. Et donc, il a à peu près le même rôle que les architectes IT. Et de la même manière, le BIM manager, en s'en rendant compte ou pas forcément, il fait pas qu'un beau dessin ou qu'un plan. Au fait, il est en train de construire une base de données. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de la construire en ayant en tête que cette base de données pourra être utilisée en exploitation, pourra être utilisée pour autre chose. Et donc, ça transforme un tout petit peu la manière dont on va créer sa maquette BIM, et on comprend pourquoi, quand on a cette approche-là, pourquoi on essaye de faire un petit peu de qualité sur la maquette BIM en termes de convention de nommage, en termes une porte n'est pas une fenêtre, donc je la mets bien dans la bonne catégorie, etc. Parce que la base de données est importante, et c'est elle qui va servir après. Et puis des regroupements après sur les intégrateurs, on voit qu'il y a des rapprochements entre des intégrateurs GTB et puis des SS2I, voilà, et que tout ce milieu-là, finalement, on va commencer à construire l'ESN du bâtiment digital, et que ça commence à se former, et en tout cas, c'est quelque chose auquel on croit pas mal, nous, qu'il y aura vraiment des rapprochements entre ces compétences pour vraiment arriver à faire un bâtiment digital. Si j'essaie de résumer, et puis après, je pense que j'aurai fini d'ici 5-10 minutes après, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y en a certaines là, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Globalement, comment ça se traduit concrètement sur le terrain?
Ça veut dire que hier, quand on construisait un bâtiment, il fallait qu'on choisisse des équipements actifs, des systèmes actifs, de la GTB, du système de sécurité incendie. Il fallait qu'on mette en œuvre, il faut d'ailleurs qu'on mette en œuvre des sources de données. Donc, ce qu'on commence à faire en général, c'est on commence par créer une maquette BIM, c'est la première étape, qui va d'ailleurs elle va évoluer sur toute la phase de conception-construction. Puis ensuite, à un moment, on va spécifier, puis on commence à intégrer la GTB, ça arrive à peu près un an avant la fin de la construction du bâtiment. On met en place les systèmes d'énergie management, et puis, ça c'est ce que j'ai mis en bleu foncé. Et puis après, une fois que le bâtiment est livré, on a, pendant les travaux preneurs, ou même encore après, sur ce cycle de vie du bâtiment, on met en place d'autres systèmes, comme la gestion des espaces, la gestion des salles de réunion, la GMAO, etc. Bon, hier, concrètement, on mettait déjà en place ces systèmes dans le bâtiment. Donc, en gros, toutes ces sources de données, c'était déjà mis en place. Là, on n'a rien inventé de nouveau. Par contre, c'était mis en place d'une manière qui était complètement silotée. Chacun fait son métier dans son coin et finalement, je regarde peu ce que fait l'autre. Et c'est ça qui va évoluer dans le futur, parce que comme digitaliser, c'est mettre en place un projet, ça veut dire que tous les gens qui participent finalement à créer des données dans le bâtiment, tous les systèmes qui participent à créer du bâtiment, on va les encadrer dans un projet global dans lequel on va essayer de faire en sorte qu'ils ne fassent pas leur métier dans leur coin, on va essayer de faire en sorte qu'ils fassent leur métier chapeauté par l'organisation d'un projet digital. Et donc de mettre en place une maîtrise d'ouvrage digital, une maîtrise d'œuvre digitale, de la synthèse digitale, et de la coordination pour faire en sorte que chacun de ces métiers fasse son métier en se disant, ma brique, elle n'est pas toute seule dans son coin, elle vit au sein d'un système d'information plus global, et donc il faut que je respecte quelques chartes, quelques normes, quelques spécifications pour faire en sorte qu'elle s'intègre bien demain dans ce système. Pour tous les gens qui font du BIM, ce qu'ils voient là, ça va pas les choquer du tout, parce que finalement, quand je parle de maîtrise d'œuvre digitale, un BIM manager, c'est une maîtrise d'œuvre digitale. Ceux qui font la synthèse BIM, c'est des gens qui intègrent les différentes maquettes qui viennent des différents lots BIM. Ensuite, on a des coordinateurs BIM qui encadrent finalement les modeleurs BIM de chaque lot. Bon, le projet BIM, c'est un projet digital. C'est un projet digital de construction de la première brique, du socle, le projet digital de construction d'une belle description digitale du bâtiment. Statique, soit, mais c'est déjà la première étape. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut d'autres étapes. On a commencé par le BIM, continuons. Maintenant, le BIM décrit le bâtiment. On lui a fourni une charte qui est, voilà, tes conventions de nommage. Mais on fournit la même charte de convention de nommage à l'intégrateur GTB en disant, tu fais pas ton métier dans ton coin. Tu participes à la construction d'un système d'information du bâtiment. Les données que la GTB produit vont devoir être croisées avec celles de la maquette BIM. Donc, on va devoir faire la synthèse de l'ensemble des données dans le jumeau numérique. Donc, voilà les chartes que tu respectes pour faire en sorte que ton système soit compatible avec le reste. Pareil pour l'énergie management, pareil pour l'IWMS, la GMAO, le space management. On a un projet digital qui progressivement va faire en sorte que chaque brique qu'on installe soit compatible avec les autres. Ça se décide pas à la fin, une fois que tout a été fait. Si vous avez tout fait en silo, à la fin, vous avez quelque chose qui n'est pas compatible. Si vous voulez vraiment mettre en œuvre une stratégie de digitalisation, il faut que, au fur et à mesure du projet, on ait progressivement imposé des chartes et qu'à chaque fois qu'on intègre un système, on s'arrange pour qu'il soit compatible avec le reste du système d'information. Et ça, c'est forcément une démarche progressive qui se prend très en amont. Et dans cette démarche-là, on a vraiment l'architecte en amont et toute la maîtrise d'œuvre. Ça reste l'architecte qui est maîtrise d'œuvre et qui vérifie bien que ces spécifications digitales ont été intégrées. Je dis que les gens du BIM maîtrisent, mais les gens du bâtiment, si vous regardez les différents lots, est-ce que fait une maîtrise neuve, on pourrait faire exactement le même type de schéma. On n'a pas réinventé la roue. On gère un projet complexe. Dans un projet complexe, il y a une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre, des gens qui font la synthèse, donc qui ont une vision globale de l'ensemble du projet. Et puis ensuite, il y a quand même des gens qui réalisent concrètement chacune des briques. Et ceux-là, il faut qu'ils soient coordonnés par rapport au reste. Et c'est le rôle de cette partie orange qui est dessus de coordonner. Et au fait, j'ai gardé ce code couleur aussi bleu et orange parce qu'on voit bien qu'il y a les compétences du bâtiment qui sont en bas. Je mets en place des systèmes qui sont utiles pour le bâtiment. Et il y a les compétences de l'IT en haut. Je mets en place une organisation qui permet d'échanger des données, de structurer l'échange de données entre applications. Et ça, c'est vraiment de l'IT. Et donc souvent, les compétences qui seront en haut sont plutôt des compétences qui viennent de l'IT. Les compétences qui sont en bas sont plutôt des compétences qui viennent du bâtiment. Mais il y a un moment, il faut qu'on ait une correspondance entre les deux. Voilà, donc je vous ai mis un dernier slide qui explique un petit peu le rôle de chacune de ces briques.
plus dans le détail. Je vous l'ai déjà expliqué à l'oral, mais comme je laisserai tout ce webinar sera visible en ligne et partagé sur notre centre de ressources public. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, ce centre de ressources, il est assez récent, on l'a mis en ligne il y a 2 semaines. Donc maintenant, si vous allez sur notre site web, vous avez un centre de ressources Spinalcom sur lequel vous retrouvez tous nos webinars, toute notre documentation, plein de spécifications, d'aide à la spécification pour les AMO, pour les architectes, etc. Et puis même un grand nombre de centres de ressources pour les intégrateurs et développeurs. Voilà, tout ça, vous allez le retrouver. Donc, je profite pour mettre ce dernier slide qui explique vraiment à l'écrit, concrètement, le rôle de chacune de chacune de ces entités, finalement, dans le projet Digital Complex. Donc je pense que j'ai tenu pour une fois, ça fait 45 minutes. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Ce webinaire sera mis en ligne, disponible sur le centre de ressources de Spinalcom. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail, soit par téléphone. On se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, j'espère qu'il aura été utile dans votre compréhension de ce qu'est une démarche de digitalisation. Merci beaucoup.